Bonjour, bienvenue à l'Institut catholique de Paris, basé au cœur de Paris. La faculté d'éducation et de formation, c'est une communauté éducative inclusive. La faculté d'éducation, c'est l'éducation pour tous, basée sur le principe de l'égalité des droits qui tient compte de la diversité des besoins et des capacités d'apprentissage. Le développement intégral de l'étudiant ancré dans la faculté et au cœur du projet universitaire de l'ICP. L'accès à la recherche, ce sont des colloques et séminaires, implication de nos enseignants-chercheurs dans la recherche nationale et internationale. L'ouverture vers le monde professionnel à travers nos stages et partenaires institutionnels. C'est l'extension des liens internationaux, programmes d'échange impliquant étudiants, enseignants, formateurs et chercheurs. Hello and welcome to ICP. Located in the heart of Paris, our Faculty of Education and Training is an inclusive educational community. Education for all is based on the principle of equal rights, which considers the diversity of learning needs and abilities. The integral development of the student is at the heart of the faculty and ICP university projects. Access to research, conferences and seminars, involvement of our researchers in national and international research, professional world, available through our internships and institutional partners. Extension of international links, exchange programs involving students, teachers, trainers, and researchers. Nous allons commencer donc heureux à nouveau de se retrouver pour une conférence de la FACEF, Faculté d'éducation et de formation de l'ICP. Nous allons recevoir ce soir Sylvain Connac, que tout le monde attend avec impatience. Il y a eu un record d'inscription pour cette conférence, donc nous sommes fort contents. Et je vais donner la parole très vite à Adrien, donc enseignant à la FACEF, qui vous présentera Sylvain. Dont vous recevrez tous, comme à l'habitude, à la fois une liste de ressources et aussi le PowerPoint, enfin la présentation de Sylvain que Sylvain Connac me communiquera après. Vous recevrez tout ça à vos adresses personnelles. L'enregistrement est fait et sera sur le site de l'ICP dans quelques semaines. Voilà. Et donc, le déroulé, nous allons avoir présentation par Adrien. Sylvain Connac exposera. Avec Thibaut, il y aura toute la partie sondage qui sera faite pendant la présentation. Et puis, un certain temps avant 19h, à l'heure à laquelle nous allons boucler, on pourra poser des questions de toute façon via le chat. Nous vous suivons, nous regardons un peu ce que vous écrivez sur le chat et vers la fin, nous reprendrons les questions que vous voudrez bien poser. Voilà. Bonne soirée à tous et merci à Sylvain de cette venue avec nous, à distance, mais là. Et donc, Adrien est chargé ce soir de présenter notre conférencier du jour. Oui, nous sommes ravis d'accueillir Sylvain Connac. Donc, il est professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paul Valéry à Montpellier. Il est membre du LIRDEF, donc c'est le nom du laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Et puis, il a œuvré au cours de son parcours de recherche à l'exploration de plusieurs thématiques autour des pédagogies scolaires, de la coopération entre les élèves, et aussi des questions qui touchent à la personnalisation des apprentissages, à la pensée réflexive, dans les discussions à visée démocratique et philosophique, et puis encore les questions liées à la différenciation pédagogique ou encore l'école inclusive. Dans ses écrits, on trouve une forte proximité avec le terrain. À la fois, elle est liée au fait qu'il a une forte expérience d'enseignant en tant que professeur des écoles. Il a fait partie de l'équipe pédagogique de l'école coopérative Antoine Ballard à Montpellier. Et puis, tous ces terrains d'enquête s'inscrivent dans des démarches où il va au sein des écoles rencontrer les enseignants, les élèves, les parents, avec des méthodologies plutôt qualitatives, compréhensives, à visée phénoménologique. Alors, un des derniers ouvrages qu'il a corrigé, donc c'est celui-ci,
donc coopération-évaluation. Il a co-dirigé avec Pierre Ciotat. Donc là, il s'agit d'une recherche collaborative en école primaire, donc de la maternelle au CM2, qui se déroule au sein d'écoles catholiques de la région de Toulouse. Donc, il y a une description, une analyse qui va être proposée de 13 classes au niveau de l'organisation de la classe, de l'organisation des évaluations. Donc là, il va y avoir des entretiens avec des enseignants, mais aussi une enquête auprès des parents d'élèves. Un deuxième ouvrage que je voulais signifier, c'est la coopération, ça prend. Donc là, c'est un ouvrage encore d'un autre ordre, mais on voit bien qu'il est dédié également, ce sont des outils pédagogiques, des fiches, des exercices qui sont dédiés aux enseignants et qui sont inspirés des pratiques des classes coopératives. Donc là, on a des outils très concrets à disposition des enseignants pour amener à développer, à prendre conscience de l'importance, à travailler ensemble, de l'importance de cette pédagogie coopérative. Donc voilà, le terme coopérative, vous voyez, qui revient plusieurs fois dans ma présentation, le terme aussi d'évaluation, ça va être l'enjeu aujourd'hui dans ce cycle de conférences, donc de la conférence de Sylvain Connac. Donc je vous laisse avec lui. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui suis ravi d'être avec vous et de pouvoir passer ce moment à échanger sur de la pédagogie. Donc, merci Adrien pour cette présentation, Anne-Marie pour l'invitation et Thibaut pour la maintenance. Alors, Thibaut va proposer des questions sous forme de sondage WooClap, de manière à ce que chacun d'entre nous on puisse au moins participer par cet intermédiaire et par l'intermédiaire du chat. Voilà. Donc, comme Adrien l'a expliqué, moi, je fais des recherches à visée phénoménologique, c'est-à-dire que pour essayer de comprendre ce qui coince et ce qui est intéressant en pédagogie, au pluriel pédagogie, je m'intéresse à la vie des élèves. La vie est l'apostrophe. C'est-à-dire que lorsqu'on est sollicité pour un accompagnement par de la recherche, on va dans les classes, on observe, on fait même des captations vidéo et ensuite on organise des entretiens d'autoconfrontation avec les élèves pour qu'ils puissent nous dire ce qui se passe dans leur tête au moment où on les voit sur la vidéo. Et donc, ce ne sont pas des méthodologies qui visent à prouver une efficacité ou qui visent à comparer des dispositifs pédagogiques entre eux, mais plus à comprendre la façon dont un enseignant ou une enseignante a organisé sa classe du point de vue de celui et de celle qui vit cette organisation, c'est-à-dire les élèves. Voilà. Et donc, c'était le cas notamment avec cette recherche-là qu'on a réalisée pendant 5 ans grâce à la direction diocésaine de Toulouse, du Toulousain, de la région autour de Toulouse, où avec une quarantaine de professeurs des écoles, on a réfléchi à des organisations de l'évaluation du travail des élèves, de manière à ce que ces évaluations ne soient pas trop embêtantes, voilà, et décourageantes pour les élèves. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On ne va pas parler que de cette recherche, mais on va prendre appui. Donc on va se demander comment on peut organiser l'évaluation sans décourager les élèves qui ne réussissent pas ces évaluations. Voilà. De manière à ce que l'école, au moins jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, soit un espace d'accompagnement des apprentissages, et pas de sélection des élèves à travers les différentes épreuves d'évaluation qui se présentent à eux. Alors ça, sur le papier, cette idée-là, elle fait consensus. Tout le monde est quasiment, pas tout le monde, mais quasiment tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faudrait qu'aucun élève ne se décourage. Et pourtant, je vous montre que cet extrait-là qu'on a collecté dans une classe, vous voyez, la date n'est pas vieille, il existe encore, et de manière importante, des pratiques qui ont pour effet de décourager les élèves dans leur capacité à pouvoir fournir des efforts pour apprendre. Voilà. Donc, un élève tel que celui-là qui reçoit ce type d'appréciation, ce qu'il comprend lorsque c'est répété, c'est qu'il n'est pas fait pour cette discipline
et voire même qu'il n'est pas fait pour l'école peut-être. Donc le souci, c'est que ce sont des élèves qui ensuite n'ont aucune bonne raison personnelle de continuer à fournir des efforts pour essayer d'apprendre. Et sans effort, de toute manière, on ne peut pas apprendre. Voilà. On ne peut apprendre que par soi-même, avec une force intérieure qui nous pousse à aller chercher une information ou développer des habiletés, histoire de modifier des comportements. Donc, on va essayer de voir voilà, des alternatives à ce dont on a hérité, nous, aujourd'hui, là, enseignants et chercheurs autour des questions pédagogiques. Ce sont des pratiques très anciennes qu'on n'a pas forcément choisies, mais qu'en masse, on reproduit et qui posent problème aujourd'hui du point de vue de l'encouragement des élèves. Donc, on peut passer à la première question, Thibaut. Donc, la première question, c'est… Alors oui, il faut donc cliquer sur le lien, l'ouvrir dans un navigateur à côté. Et donc, du coup, ensuite, une fois que vous aurez répondu, je vois qu'il y a déjà des premiers répondants. Je partagerai mon écran pour montrer le résultat du sondage. Alors, les personnes sont en train de répondre. Voilà, donc la première question, c'est sur la définition de l'évaluation, parce qu'on pourrait discuter pendant plusieurs heures de l'évaluation, mais si on n'est pas d'accord sur le sens de ce verbe, ça va être problématique. Alors, j'attends encore quelques secondes pour pas trop influencer les choses. Il y a déjà 70 réponses, donc à partir de 100, on va dire qu'on va considérer que ça ne peut plus influencer. Je vais commencer à partager pour donner une première tendance. Alors, le lien a été partagé. Quelqu'un demande le lien. Je le reporte dans le chat. C'est stabilisé. Je pense qu'il y a encore des petites réponses, mais vous voyez bien c'est bon? Oui, on voit bien. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Thibaut, 118 sur 145? Je pense que c'est qu'il y a 145 personnes qui sont actuellement connectées et dont 118 qui ont déjà répondu. Ah oui, d'accord. C'est ce que je comprends. Sont connectés 218, donc c'est pas ça. Oui, mais ça peut vouloir dire que là, les personnes qui ont cliqué sur le lien, pour l'instant, il y en a 145. Quoi. Pas encore. Parce qu'il peut y avoir des personnes aussi qui regardent avec leur téléphone ou voilà, qui ont… Ok. Peut-être pas s'attendre à ce que tout le monde réponde, je ne sais pas. Peut-être pas pour la première, peut-être pour tout à l'heure. Donc là, il y a une dominante qui sort là, près de 60%, donner de la valeur aux élèves. Et donc, à l'inverse, à l'opposé, là, on aurait mettre des notes, qui serait la réponse la moins plébiscitée. Alors, c'est vrai qu'effectivement, très souvent, on dit évaluer, c'est donner de la valeur. Parce qu'on a l'impression qu'étymologiquement, c'est ça. Alors, ce n'est pas la définition. C'est pas, si vous vouliez une bonne réponse, ce n'est pas celle-là. À la limite, ça pourrait être donner la valeur de. Alors, ce n'est pas donner la valeur d'un élève, évaluer et juger, ce n'est pas la même chose. Hein. On n'évalue pas un élève, on évalue le travail d'un élève à travers la performance qu'il a manifestée. Donc, c'est pour ça que donner de la valeur aux élèves, c'est vrai que moi je l'entends très souvent, mais ce n'est pas la définition un peu canonique de l'évaluation. Ça aurait pu être donner la valeur du travail d'un élève. Ça oui, mais ce n'est pas ce qui avait marqué. Voilà. Donc, sous-entendu, le principe de l'évaluation, ce n'est pas de dire à tous les élèves que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Hein. C'est pas ça. Mettre des notes, effectivement, ce n'est pas ça, parce que là, c'est noter, et il y a une différence entre évaluer et noter. On peut évaluer sans noter, et même la plupart du temps, on procède à des évaluations sans notation. Le simple fait de faire un retour sous forme de, alors j'utilise le terme français, rétroaction, et le terme habituel, c'est feedback.
est une forme d'évaluation. Rendre des comptes, c'est une des fonctions, mais ce n'est pas la définition de l'évaluation. Et donc, effectivement, évaluer, c'est mesurer un écart. Alors, je vais le dire je vais l'expliquer de manière simple, après je vous montrerai des définitions un peu plus expertes. Mais qu'est-ce que c'est que cette mesure d'un écart? En fait, c'est la mesure d'un écart entre ce que montre ou ce que réalise un élève et ce que l'école attend de lui ou d'elle. Et donc, plus l'écart est mince, plus l'élève se rapproche des attendus scolaires, plus l'écart est élevé, ça signifie que l'élève est loin encore des attendus scolaires, ou alors qu'il les a beaucoup dépassés. Voilà. Donc, je peux vous donner les définitions un peu littérales qui sont données par les spécialistes de ces sujets. Donc, on a 2 spécialistes en France de ces sujets, Jean-Marie de Quetel, qui explique qu'évaluer, c'est mesurer l'écart qui existe entre ce que l'on perçoit des compétences des élèves et les exigences de l'enseignant. Et puis, son collègue, là, Jean-Marie Barbier, qui explique la même chose, mais avec un autre vocabulaire. Évaluer, c'est toujours la mesure d'un écart, mais entre un référé, c'est-à-dire ce sur quoi on s'appuie pour poser l'évaluation, ce que l'élève montre, ça peut être une copie, ça peut être une présentation orale, ça peut être un comportement que l'on voit. Et puis, ce qu'on appelle le référent, c'est-à-dire le savoir à enseigner, ce que l'école attend des élèves en termes d'acquisition au niveau des apprentissages. Voilà. Donc, évaluer, ce n'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, il y a un métier dans le champ des recherches en éducation qui s'intéresse juste uniquement aux modalités d'évaluation, et en particulier aux modalités d'évaluation par la note. Ce métier, ça s'appelle le métier de docimologue. Et donc, il y a tout un tas de docimologues extrêmement pointus dans nos universités françaises, qui explique que évaluer, c'est un pari. On tente de mesurer un écart parce qu'on n'a jamais réellement accès à ce qui s'est développé en termes d'apprentissage au niveau, par exemple, des connexions synaptiques des élèves. Et puis évaluer est une activité profondément subjective. Il y a très peu d'objectivité dans un travail d'évaluation. Tout un tas de biais qui interviennent. Par exemple, celui qu'ils appellent le biais de Halo, H-A-L-O, où on se laisse contaminer par un facteur particulier de la performance de l'élève et qui modifie l'évaluation que l'on pose sur le travail de l'élève. Ou il y a un autre biais là qui est assez amusant, c'est le biais de correction, d'ordre de correction. Là, ils ont pu identifier que quand on corrige un tas de copies d'élèves, les critères ne sont pas les mêmes selon que la copie soit au début ou à la fin du paquet. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'évaluation, ce n'est pas un jugement, on n'évalue pas les élèves. On évalue le travail ou une performance montrée, et cette évaluation n'est qu'une tentative subjective de renvoyer une information, voilà, à travers la mesure d'un écart. Voilà, vous me dites, Anne-Marie, Adrien ou Thibault, s'il y a des questions ou des réactions brûlantes là dans la discussion. Et sinon, on peut passer à la deuxième question. Maintenant qu'on a pu voir ce que c'était que l'évaluation, on va essayer de voir à quoi ça sert une évaluation. La deuxième question est ouverte, toujours sur le même lien que j'ai remis pour tout le monde. Et comme pour la première fois, j'attends un petit peu pour ne pas faire de biais de confirmation, pour le coup, ou je ne sais pas comment appeler ce biais.
110 répondants sur 174 personnes connectées à l'application. J'attends encore quelques secondes pour partager l'écran. Suspense. Allez, je commence à partager pour donner les premières tendances. Comme pour les élections, on peut donner déjà des... Ah oui, les formulations sont forcément tendancieuses, hein. Sinon, ce ne serait pas amusant. Alors, on voit là qu'il y a deux réponses dominantes qui ressortent, la 1 et la 4, vérifier des objectifs et renvoyer une information. Organiser l'orientation, ce n'est pas négligeable. Et puis, il y en a très peu qui sont une personne sur les 134 répondants qui est d'accord avec la troisième asseoir son autorité. Alors, c'est intéressant qu'il n'y ait qu'une seule personne là sur la troisième réponse, parce que justement pour éviter un certain nombre de biais dans la subjectivation de l'évaluation, quand on corrige des copies par exemple, il y a des chercheurs belges qui ont accompagné tout un tas d'équipes en Belgique pour introduire un dispositif extrêmement intéressant, pour que ce soit un peu plus objectif, c'est de demander à ce que les enseignants qui entraînent les élèves pour passer et réussir les évaluations ne soient pas ceux qui corrigent les copies des élèves. Je ne sais pas si vous voyez le principe. Alors, ça se traduit souvent dans les établissements scolaires où les enseignants s'échangent les copies, voilà, tout simplement. Parfois même, il y a des établissements qui ont des moyens pour que ce soit des évaluateurs externes qui corrigent. Voilà. Et donc, ces pratiques, elles ont été tentées en France et ça a posé beaucoup de problèmes. Alors, il y a quelques établissements et quelques équipes qui ont accepté cette pratique-là. Et donc, l'intérêt, c'est de ne pas être jugé parti. Voilà. On le voit bien hein, au niveau, je ne sais pas si vous avez vu le rapport là, de l'inspection générale là, qui vient de sortir sur les évaluations nationales. Quand il y a une sorte de flou sur l'utilisation et l'usage politique et administratif qui va être fait des résultats des évaluations nationales, forcément qu'il y a des enseignants qui ont raison de modifier les performances de leurs élèves parce que ce qui est en jeu derrière les résultats d'une classe sont aussi les compétences professionnelles du prof. Et donc, ne pas être jugé parti, et c'est un peu ce qui se passe au moment des examens, où ce ne sont pas les enseignants qui évaluent, pour les épreuves sur table en tout cas, qui évaluent le travail des élèves. Et donc ça aurait pu être étendu. Mais en France, ça a posé plein de problèmes, d'où mon étonnement là, sur la faible réponse à la question 3. C'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont dit « Ah ben oui, mais si c'est plus moi qui peux corriger les élèves, comment je vais avoir de l'autorité ?» Voilà. A priori, il y a encore beaucoup d'enseignants qui, pour des raisons diverses et variées, ressentent le besoin d'être enseignants et évaluateurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est étonnant, parce qu'a priori, pour les élèves, c'est aussi une raison d'asseoir son autorité, l'évaluation. Alors, vérifier des objectifs, pourquoi pas. Organiser l'orientation, et effectivement, hein, à partir de la fin du collège et au lycée et à l'université. L'évaluation a aussi cette fonction-là. Alors, je reprends mon diaporama. Et donc, dans les théories de l'évaluation, il y a 3 réponses à cette question. Alors, ce n'est pas des réponses par ordre d'importance. Hein. Effectivement, l'évaluation à l'école, elle sert à sélectionner les élèves et les sélectionner avec des visées d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle. C'est le cas, par exemple, avec ce qui se passe autour de Parcoursup au lycée. Voilà. C'est le cas à l'université avec l'obtention des diplômes.
Alors, c'est censé être beaucoup moins le cas en école primaire et dans les premières classes du collège. Mais ça reste aussi, il y a encore des élèves qui disent que c'est important de réussir les évaluations pour avoir un bon métier, par exemple. Donc, ça participe à cette logique-là. La deuxième raison, c'est évaluer pour accompagner les apprentissages. Alors ça, c'est la raison noble, et c'est celle sur laquelle on va s'arrêter, parce qu'effectivement, l'utopie qui consisterait à essayer de ne décourager aucun élève en s'interdisant d'évaluer le travail des élèves à l'école, aurait pour conséquence de développer des formes de posture très anxiogènes pour les élèves, où à aucun moment l'école leur fait un retour sur les performances qu'ils manifestent. Donc l'évaluation a cette dimension très forte d'accompagner des apprentissages. Pour le dire autrement, il vaut mieux 1000 fois une école qui évalue, si on souhaite que des élèves apprennent, plutôt qu'une école qui n'évalue pas sous prétexte de soi-disant bienveillance. Et puis la troisième raison, qui est assez nouvelle dans l'histoire des idées éducatives, c'est le fait d'utiliser les évaluations comme des instruments de pilotage du système éducatif. Et donc ça se traduit par quelque chose que tous les enseignants français connaissent là depuis quelques années, ce sont les évaluations nationales. Et donc il y a énormément de problèmes derrière ces évaluations nationales. Alors, on peut prendre pour exemple là, ce qui s'est passé très récemment, là, au mois de septembre, où la direction de l'évaluation et de la prospective a publié les résultats des évaluations nationales CP-CE1 et où il y a eu des avis divergents. Alors, il y a eu le rapport de l'évaluation, enfin de la direction de l'évaluation et de la prospective, le ministère, qui a dit qu'au regard de ces évaluations, qu'a priori, ce n'était pas plus catastrophique qu'avant, mais que ce n'était pas franchement meilleur. Et puis, il y a eu l'avis de l'ancien ministre qui, sur les réseaux sociaux et dans les médias, s'est un peu vanté de la politique qu'il avait menée pendant 5 ans, en disant « Regardez, grâce à moi, l'école va mieux ». Et donc, on voit bien que cette troisième fonction qui est attribuée aujourd'hui à un certain nombre d'évaluations, elle est malheureusement instrumentalisée par l'intermédiaire d'hommes et de femmes politiques qui se servent de l'école à des fins de politique politicienne. Et donc là, ça interroge fortement le système entier. Des évaluations nationales, souvent c'est une semaine entière prise sur le temps des élèves et sur le temps des enseignants. Est-ce que c'est véritablement intéressant pour les élèves et pour leurs familles? Voilà. Donc, il y a trois grandes familles d'évaluations qui sont traditionnellement pratiquées. Alors, vous en avez certainement entendu parler, des évaluations diagnostiques, les évaluations formatives ou formatrices, et ce qu'on appelle les évaluations sommatives ou certificatives. Alors, les évaluations sommatives ou certificatives, c'est pour l'obtention des diplômes ou c'est à la fin d'une séquence pour, comme son nom l'indique, essayer de dresser l'inventaire par la somme de tout ce que les élèves ont réussi au terme de cette séquence parce qu'on passe à une autre séquence d'enseignement. Donc ça, c'est plutôt l'évaluation sommative. L'évaluation formative est trop peu utilisée. Sa définition, c'est de dire qu'en cours de séquence, on fait passer aux élèves une évaluation qui est similaire à l'évaluation sommative pour essayer de faire le point à mi-parcours sur leur capacité à se préparer à l'évaluation finale, de manière à compenser, aider les élèves qui auraient raté tout ou partie de cette évaluation formative et de donner la possibilité à ceux qui l'auraient réussi d'aller plus loin et de ne pas être bloqués par le rythme de certains. Et l'évaluation diagnostique se présente donc en début de séquence pour faire une sorte d'état des lieux de ce que les élèves savent déjà faire, de manière à collecter un certain nombre d'informations. Le souci de ces évaluations diagnostiques, il est double. Le premier, c'est que très souvent, cette évaluation diagnostique en France, c'est une spécificité française d'après les travaux de Nathalie Mons, entre autres, consiste à organiser une prise en compte de la difficulté scolaire
par un étiquetage stigmatisant, je reprends les propos des spécialistes, ou parce que des élèves ont raté ces évaluations diagnostiques, on va appuyer là où ça fait mal, plutôt que sur ce qu'ils auraient réussi, et on va mettre en place la plupart du temps des dispositifs d'externalisation où ces élèves se retrouvent ensemble dans des groupes avec une dimension d'élèves en difficulté, ce qui peut avoir des soucis en termes de développement de ce qu'on appelle de la résignation acquise. Pour le dire autrement, le premier problème de l'évaluation diagnostique, c'est qu'elle est la plupart du temps, pas toujours bien sûr, elle serait la plupart du temps utilisée pour constituer des groupes de soutien d'élèves, et le fait de mettre des élèves faibles dans des groupes de soutien renvoie à ces élèves leur propre incompétence, ce qui leur rend la tâche d'apprentissage encore plus difficile. Le deuxième problème des évaluations diagnostiques, c'est que si on s'appuie sur leur logique, on devrait organiser de l'individualisation de l'enseignement dès le traitement des évaluations diagnostiques, puisqu'il n'y aura pas deux élèves qui vont l'organiser de la même manière. Or, ce qui se passe, c'est que très souvent, et on le voit avec les évaluations nationales de CP-CE1, les enseignants n'ont pas d'autre solution que de faire la classe comme si ces évaluations n'avaient pas été passées. Voilà. Et donc, le fait d'organiser de l'individualisation après l'évaluation diagnostique ne serait pas une panacée non plus, mais de toute manière, il n'y a pas les moyens matériels de pouvoir organiser en 30 classes parallèles l'activité des élèves au regard des résultats de ces évaluations. Donc, les évaluations diagnostiques aujourd'hui posent un certain nombre de problèmes du point de vue de l'encouragement des efforts. Les évaluations formatives sont intéressantes, mais seraient faiblement utilisées parce qu'elles seraient beaucoup plus coûteuses en termes de temps d'enseignement. Il y aurait une forme d'injustice professionnelle entre des enseignants qui mettraient en place des évaluations formatives et derrière des modalités de soutien des élèves et qui auraient du mal à finir leur programme, et puis d'autres enseignants qui ne feraient pas d'évaluation formative et qui, eux, auraient beaucoup moins de problèmes pour pour boucler leur programme. Voilà. Et des évaluations sommatives qui soulèvent la question, mais qu'est-ce qu'on fait des élèves qui n'ont pas réussi les évaluations au terme des séquences? Voilà. Donc, si vous voulez, cette matrice-là, elle peut paraître intéressante, mais au regard de ce qu'on recherche aujourd'hui sociétalement, c'est-à-dire le fait que l'école soit un espace qui permette à tous les élèves de progresser et à aucun de se décourager, cette matrice-là se montre pour l'instant inopérante. Alors, les pouvoirs publics, les pédagogues, les spécialistes sont bien au clair là-dessus, et je vais vous montrer un texte et puis vous demander tout simplement, à votre avis, qui a écrit ce texte? Je vous laisse le lire. Ou si vous ne voyez pas qui l'a écrit, quel serait le siècle dans lequel il a écrit ou la décennie. Ouais, essayez de mettre des réponses dans le chat, là. Et après, je vous dirai qui a écrit ça. Donc, André Antibi, Célestin Freinet, 1990, Jules Ferry, Freinet, 17e siècle, Jules Ferry, Freinet, Jean-Baptiste de La Salle, Jules Ferry, les années 2000. Pour l'instant, personne n'a la bonne réponse. Rousseau, Ferry, Piaget, Philippe Mérieux, Jane Nelson, Aristote, ça serait issu de la discipline positive, Mérieux, non, ce n'est pas Philippe Mérieux, Cédric Villani, ce n'est pas moi non plus, Pernoud, Montessori, non, ce n'est pas moi qui ai écrit ça du tout. Alors, je vous mets la réponse. Ah, quelqu'un vient de trouver. C'est effectivement le décret de 2015 qui fixe l'esprit des évaluations qui sont censées être proposées aux élèves qui fréquentent les écoles françaises. Voilà.
Donc, on voit bien la notion de valorisation des progrès. On voit bien la notion de progression. Et puis, il est question de cette histoire d'évaluation positive, simple et lisible. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'extrait que je vous ai montré au tout début, là, même si c'est des choses qui sont malheureusement encore très répandues, aujourd'hui, de par des supports tels que ce texte-là, ces pratiques-là sont hors la loi. Et il est demandé par le législateur à ce que les enseignants organisent des évaluations qui n'ont pas pour fonction d'humilier ou de décourager les élèves dans leur travail d'apprentissage. Alors, je trouve ça une avancée politique, philosophique et éducative très intéressante. Le souci, parce qu'il y en a quand même un qui est majeur, c'est comment on fait. Voilà, comment on fait, sachant que le triptyque habituel des évaluations diagnostiques, formatives et sommatives ne suffit pas pour tendre vers cette intention, certes très louable, mais sans formation, qui reste une véritable utopie. Une véritable utopie. Et donc voilà, on est un certain nombre de chercheurs en éducation à essayer de voir comment on peut penser une évaluation qui a pour fonction de ne décourager et d'humilier aucun élève, malgré le fait qu'il y a des élèves qui comprennent du premier coup et d'autres qui ont besoin de plus de temps et de davantage de possibilités. Alors, une évaluation positive, si je reprends l'expression du texte de ce décret, ben, ce n'est pas ça. Et souvent, on a confondu l'évaluation positive avec le fait de valoriser systématiquement le travail des élèves. Alors, ça rejoint les confusions qu'il y a derrière la définition que l'on donne à l'action d'évaluer le travail des élèves. Évaluer, ce n'est pas donner de la valeur aux élèves. Évaluer, c'est donner aux élèves la valeur de leur travail. Donc, voilà, moi j'ai déjà rencontré des enseignants qui étaient tout à fait d'accord et à la limite même séduits par le contenu de ce décret et qui me disaient avoir mis en place des systèmes parfois très sophistiqués d'évaluation et qui consistaient à n'évaluer que lorsque les élèves avaient réussi. J'ai même rencontré des enseignants qui trouvaient que ce décret allait à l'encontre des exigences que l'on pouvait poser auprès de la jeunesse et qui mettaient systématiquement 20 sur 20 à tous les élèves parce qu'ils pensaient que ce qui était attendu, c'était ça. Voilà. Donc ce petit dessin permet de rappeler cette idée-là. Une autre idée, c'est celle-là. Donc un dessin de Fabrice R. Fabrice R, c'est un prof d'histoire géo dans l'Académie de Montpellier où je suis là. Et donc un prof qui a lu ce décret et qui dit, voilà, ben, dès à présent, je vais utiliser un nuancier de 20 couleurs. Voilà. Et donc c'est vrai que très souvent, on a interprété la nature de ce décret en se disant, il faut arrêter la notation. Il y a un département dans l'académie où je suis là, où l'inspecteur d'académie a envoyé à toutes les écoles primaires une circulaire leur disant qu'il interdisait le recours aux notes. Et donc, les enseignants, ben, ils ont essayé autre chose et ils ont mis en place des systèmes comme des smileys, des nuanciers de couleurs comme celui-là, des lettres, voilà. Mais ça ne change rien, en fait. Moi, j'ai déjà vu des enfants en maternelle qui, parce que la maîtresse leur mettait un petit bonhomme orange ou une couleur orange dans leur travail, qui se mettaient à pleurer. Donc, ce n'est pas sur cette dimension-là, ce n'est pas parce qu'on va changer la façon de noter le travail des élèves qu'on va arriver à ne pas décourager les élèves qui ne réussissent pas les évaluations. Alors, je vous montre cette nouvelle illustration.
Alors celle-là, elle soulève, de mon point de vue, un autre élément, c'est qu'il y a plein d'enseignants qui disent « Oui, mais moi, j'ai pris des smileys, j'ai pris des couleurs, j'ai pris des lettres parce que on ne peut pas faire de moyenne. » Alors, c'est en partie intéressant, en fait, cette position. Et on voit bien que quand on prend des couleurs, qu'on fait des moyennes, ça ne marche plus. Mais pourquoi la moyenne est problématique? En fait, j'ai envie de dire, dans les pratiques de notation, l'utilisation de la note n'est pas forcément le problème. C'est-à-dire le débat, faut-il noter ou ne pas noter, ce n'est pas le bon débat autour des pratiques d'évaluation. On le verra tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance là d'accompagner des équipes qui avaient supprimé les notations et avec qui c'était catastrophique du point de vue des élèves et des parents d'élèves qui ne comprenaient plus rien. Et j'ai eu la chance, à l'inverse, d'accompagner d'autres équipes qui avaient conservé des formes de notation et pour qui c'était extrêmement intéressant du point de vue de cette fameuse évaluation positive. Vous voyez ? Donc, qu'il y ait de la note ou qu'il n'y ait pas de note, ce n'est pas ça le débat, vraiment. Le gros problème de la note, c'est effectivement les moyennes. Alors ça, c'est Jean-Michel Zakhartchouk qui l'explique très bien, des cahiers pédagogiques. Pourquoi c'est un problème, les moyennes? Parce qu'on fait croire aux élèves qu'un bon résultat dans une discipline peut compenser un mauvais résultat dans une autre discipline. Qu'un 18 sur 20 en orthographe pourrait compenser un 4 sur 20, par exemple, en éducation musicale. Comme si ça avait du sens que de quitter une étape scolaire en n'ayant absolument pas acquis les bases dans une discipline scolaire. Et c'est ce qui fait qu'il y a des étudiants qu'on voit à l'université qui arrivent avec des lacunes importantes. Ce ne sont pas des étudiants fraudeurs, ce sont des étudiants qui ont obtenu, parfois même très bien, leur diplôme, mais qui les ont obtenus avec des lacunes importantes dans un certain nombre de domaines du fait du recours à ces moyennes. Voilà. Donc cette illustration, elle est intéressante à double titre, déjà parce que, pour dire que la moyenne peut être problématique, et ensuite pour rappeler que la note n'est pas forcément un problème. Et puis je vous en montre une autre là, toujours de Fabrice Hehir. Donc, ça soulève le fait qu'une évaluation positive, je reprends toujours cette même expression, ce n'est pas une évaluation où on n'ose pas dire les choses aux élèves. Alors, le problème qui se pose à nous, c'est si un élève a raté une évaluation et qu'on ne veut pas lui faire de mal, entre autres, dans le rendu de son travail, et qu'on lui dit ben, « c'est pas bon », on risque effectivement de le décourager. Et donc, on voit bien la difficulté que à laquelle sont confrontés les enseignants. C'est-à-dire, d'un côté, le législateur qui demande de changer l'esprit et l'organisation des évaluations, et d'un autre, concrètement, on fait comment? Voilà, on fait comment? En tout cas, s'il n'y a pas de rapport d'évaluation, comment ces mêmes évaluations peuvent avoir un effet sur l'accompagnement des apprentissages? Donc ça rejoint tout un tas de travaux. Là, il y a une sorte de consensus, si vous voulez, chez les chercheurs. Donc là, j'ai repris les travaux qui sont issus de méta-analyse sur la notion de rétroaction. C'est-à-dire en quoi une classe où il y a des évaluations est 1000 fois plus pédagogique qu'une classe où il n'y a aucune évaluation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte à des élèves qui veulent apprendre? Le fait de pouvoir compter sur des retours d'évaluation par l'intermédiaire de l'environnement ou de leur enseignant. Alors, comme tout le monde n'est pas forcément à l'aise comme moi, enfin moi je ne suis pas du tout à l'aise sur l'anglais, je vous l'ai traduit. Et donc, cet article-là que vous pourrez retrouver facilement, il est en open science sur le net, dresse un inventaire de 10 avantages cognitifs au fait
d'introduire dans sa façon de penser la pédagogie des moments où les élèves ont des retours évaluatifs sur leur travail. Donc, je vous les laisse à disposition. Et donc, voilà, ce sont des informations qui sont essentielles à mettre dans des débats où des personnes pensent que la solution, ça serait d'arrêter d'évaluer le travail des élèves. En fait, arrêter d'évaluer à l'école, ça serait, une fois de plus, qu'au bénéfice des élèves qui comprennent tout du premier coup. Voilà. Et ça rendrait la tâche d'apprentissage encore plus difficile pour les élèves les plus fragiles. Et ce n'est pas parce qu'on évalue qu'on va décourager. Et c'est ce qu'on va voir là. Je ne sais pas si vous voyez des questions, des réactions là qui seraient importantes avant qu'on passe à la suite, c'est-à-dire comment organiser une évaluation sans décourager. Il y avait juste une question qui demandait si le système éducatif en Norvège, qui est tellement loué, est différent sur les questions d'évaluation. C'est peut-être pas le moment, mais… Alors, je ne suis pas spécialiste des systèmes éducatifs étrangers. Moi, je connais assez mal le système norvégien. Je connais mieux le système suédois ou le système finlandais, qui ont été beaucoup plus documentés, en fait. Peut-être que c'est le finlandais auquel il était… Oui, alors le système finlandais, je m'appuie sur le fameux bouquin là, de Paul Robert sur le système éducatif finlandais. Et il explique que effectivement, pour des raisons qu'on va travailler, l'évaluation, les pratiques d'évaluation qui sont développées et pour lesquelles les enseignants ont été formés pendant 5 ans, il y a 5 ans de formation quand même, des profs en Finlande, sont des systèmes d'évaluation qui ne découragent pas les élèves. Je vous donne un exemple qui est donné par Paul Robert sur le système éducatif finlandais. Jusqu'à 13 ans, quels que soient les résultats aux évaluations des élèves, la question ne se pose pas pour les élèves de savoir s'ils passent ou s'ils redoublent. C'est-à-dire il n'y a aucune incidence du point de vue de la sélection des élèves. Et voilà un élément qui est intéressant pour chasser des représentations que les élèves peuvent avoir de l'évaluation, une dimension un peu sanction. Voilà. Une évaluation n'a pas à sanctionner des élèves. Elle est là pour leur faire un retour sur l'écart qu'il y a entre ce qui a priori ce qu'ils ont compris et ce que l'école attend d'eux. Voilà. Il y a une question sur l'auto-évaluation. Alors, on en parlera tout à l'heure de l'auto-évaluation. Il y a eu quelques réactions autour de la caricature avec les couleurs. Dans vos ouvrages, vous faites beaucoup référence à Fernand Henry et à ses ceintures. Est-ce que vous pouvez évoquer comment vous situez par rapport à ça? On en parlera tout à l'heure. Si mon propos, là, si vous trouvez que j'explique mal les choses et que vous avez besoin de choses concrètes, je vous autorise à mettre le son sur off et à regarder la vidéo que je vous mets dans le chat, là. C'est celle, alors je vous explique ce que c'est cette vidéo, ça dure 15-20 minutes, je crois. Et c'est issu des pratiques pédagogiques d'un enseignant belge qui s'appelle Yves Cordoc, qui a écrit un bouquin justement sur ce dont on va parler maintenant là. Alors, le livre qu'il a écrit, ça s'appelle « Évaluer autrement, c'est possible » et dans lequel il a organisé autrement la classe. Et on voit, Yves utilise cet artefact-là des ceintures de couleurs dans la classe. Et on voit concrètement comment ça s'organise, ce qu'en disent les élèves et ce qu'en disent certains parents d'élèves. Voilà. Et après, sinon, moi, je reviendrai un peu théoriquement sur ce que sont les ceintures, mais il n'y a pas que les ceintures, en fait, qui sont possibles et qui sont intéressantes. Il y a peut-être une question de précision qui peut être très rapide sur les évaluations formatives dont vous avez parlé. Est-ce qu'elles sont notées? Alors, tout dépend de la fonction qu'on attribue à la note, mais je pense là à une équipe avec qui on s'est posé la question. Le souci, c'est que lorsque les évaluations formatives ne sont pas notées,
Parce que ce n'est pas noté, parce qu'il y a une forme de dépendance à la note chez beaucoup d'élèves, certains élèves ne les font pas de manière sérieuse. Et donc, l'évaluation formative et le travail important que l'enseignant passe à corriger les évaluations formatives, tout ça, ça perd complètement de son sens. Et donc, avec cette équipe-là, c'est le collège du Vigan, là, dans le Gard, on en est venu à se dire que non, c'était intéressant de noter les évaluations formatives. Alors, la question, c'est est-ce que le résultat des évaluations formatives, sous forme de notes, rentre dans la moyenne qui sera donnée aux élèves? Alors ça, on en reparlera tout à l'heure. On passe à la troisième. Oui, on continue, on reprendra des questions. Troisième sondage. Alors, je remets dans le chat le lien pour participer et je lance la troisième question. C'est ouvert. Il y a plusieurs autres questions hein, qu'on note au fur et à mesure, qu'on pourra reprendre éventuellement à la fin. Donc, pour évaluer sans décourager, est-ce qu'il vaut mieux organiser de l'auto-évaluation? Voilà, on va en parler. Ne mettre que de bonnes notes, laisser refaire les évaluations ou éviter d'évaluer. Bon, ceux qui ont écouté le propos avant, là, il y a une des 4 réponses qui ne devrait pas ressortir souvent. Pour l'instant, elle ressort 2 fois. Ah. Alors là, il y a 116 personnes sur 197 connectées. Ça monte très vite. Je ne vais pas tarder à vous montrer les premières tendances. Alors, donc ne mettre que des bonnes notes, éviter d'évaluer, ça c'est peu plébiscité. Et donc, en première position, en médaille d'or, il y a laisser refaire les évaluations. Et en médaille d'argent, il y a organiser de l'auto-évaluation. Donc, il y a un petit match là. Bon. Alors, éviter d'évaluer, voilà, effectivement, ça serait pire que tout, ça. On priverait les élèves de tout un tas d'informations qui sont essentielles pour pouvoir apprendre. Ne mettre que des bonnes notes, mais pourquoi pas? C'est-à-dire, alors pas dans le sens de l'illustration de tout à l'heure, hein, où on donne 20 sur 20 à tous les élèves. Mais pourquoi ne pas penser, alors on va voir que ça, ce que je veux dire, ça a beaucoup d'incidence, hein, mais pourquoi ne pas penser des systèmes d'évaluation où les élèves reçoivent une note à partir du moment où elle est bonne? Et ça, effectivement, on tient là. Alors, c'est étonnant qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ait répondu la réponse 2. Alors, ce n'est pas celle que moi, j'aurais répondu en premier. Mais celle-là, là, je l'aurais mise en deuxième. Moi, je répondrais plutôt avec la réponse 3, là. En l'occurrence 3. Et la deuxième, l'auto-évaluation. Alors, l'auto-évaluation, ça peut-être vous surprendre ce que je dis. Mais alors l'auto-évaluation, la définition qu'on y donne, c'est demander aux élèves de produire eux-mêmes une évaluation sur leur travail. Alors l'auto-évaluation, ce n'est pas la même chose que 2 autres choses qui sont très intéressantes. La première, c'est la co-évaluation, c'est-à-dire le fait de faire correspondre l'évaluation d'un élève à l'évaluation soit d'un père, soit de l'enseignant, de manière à pouvoir travailler sur les tensions qui apparaissent entre ces 2 évaluations. Ça, c'est la co-évaluation. La co-évaluation est très intéressante. Pourquoi elle est très intéressante? C'est un chercheur qui s'appelle Éric Oziol, qui a beaucoup travaillé sur ça, à la suite des travaux de Jean-Marie Barbier. C'est parce que lorsque, par exemple, on organise un entretien pédagogique avec un élève,
où on lui a demandé d'évaluer son travail, où nous, on a évalué de notre côté son travail, et on confronte l'avis de l'élève, nous, à notre propre avis. Ça permet les écarts d'évaluation d'avoir accès aux logiques internes qui auraient conduit les élèves à commettre un certain nombre d'erreurs. Ça donne des informations sur ce qui potentiellement pose problème. Et on arrive à quelque chose, un levier pédagogique qui est très intéressant en éducation et qui a été beaucoup étudié par quelqu'un comme Jean-Pierre Astolfi, c'est considérer l'erreur comme un outil pour enseigner. Donc la co-évaluation, elle est intéressante. Mais la co-évaluation, ce n'est pas du tout de l'auto-évaluation, puisqu'il y a une confrontation d'évaluations différentes. Et l'autocorrection, c'est encore autre chose. L'autocorrection, ce n'est pas de l'auto-évaluation, on ne demande pas aux élèves de s'évaluer. On demande aux élèves de faire correspondre leur travail avec la réponse à l'exercice. Et on leur demande de faire un travail de correspondance, limite terme à terme, entre ce qu'ils ont fait et ce qui était attendu. Et donc, de ce travail de correspondance, les élèves peuvent en venir à développer ce qu'un chercheur lyonnais qui s'appelle Laurent Connefroy appelle de l'autorégulation de l'apprentissage. C'est-à-dire la capacité à pouvoir prendre du recul sur les réalisations que l'on a faites au regard de ce qui est attendu, de manière à pouvoir essayer de faire un travail introspectif de compréhension fine de la nature des erreurs que l'on a commises et d'engager un processus interne de correction. Voilà. Mais une fois de plus, l'autocorrection, ce n'est pas du tout l'auto-évaluation. Donc c'est pour ça que, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais l'auto-évaluation n'a rien à voir avec quelque chose d'intéressant en pédagogie. Ça peut peut-être vous surprendre ce que je dis là. Voilà. Il y avait quelqu'un qui insistait sur l'importance des commentaires quand il y a évaluation. Ouais, même pas. Même Là, pas. je vais vite, je réponds vite, je pourrais vous répondre avec tout un tas de verbiage, mais les enseignants là, avec qui on travaille sur ces sujets, ils ne passent pas beaucoup de temps à mettre des commentaires. Vraiment, pour une raison précise, d'après ce qu'ils m'en disent, c'est que lorsqu'ils passent du temps à mettre des commentaires, ils sont très souvent, pas toujours, mais très souvent déçus de la rapidité avec laquelle certains élèves, et en particulier ceux qui en auraient le plus besoin, traitent ces informations. Et donc, ça crée des formes de découragement, cette fois-ci, non pas du côté des élèves, mais du côté des enseignants, qui ont passé beaucoup de temps, souvent sur leur temps personnel, pour corriger les travaux, pour s'appliquer dans la qualité du retour à faire aux élèves. Et puis, ils constatent qu'au final, les élèves s'emparent assez peu de ce type d'informations. Donc, on va voir dans ce qu'on va proposer tout à l'heure qu'une évaluation qui est peu accompagnée des apprentissages sans décourager, ce n'est pas forcément une évaluation où il y a encore plus de commentaires adressés aux élèves. Et, sauf si les élèves sont amenés à s'en servir pour le travail suivant. Mais même pas. Même pas. Mais même pas. Enfin, ce n'est pas interdit. Mais en fait, si vous voulez, le truc, c'est que dans ces histoires de refonte des logiques d'évaluation, il faut penser aux élèves. C'est ce que demande le décret là, de 2015. Mais moi, je me suis aperçu qu'il faut d'abord penser aux enseignants et ne pas noyer les enseignants dans une masse de travail supplémentaire d'évaluation. Parce que c'est proprement décourageant, ce n'est pas juste. On retrouve le même problème d'injustice que celui évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des enseignants qui vont continuer à faire comme la forme scolaire le présente et la tradition nous l'a apporté, c'est-à-dire on fait une évaluation, les élèves, certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi, et bien tant pis pour eux, je passe à autre chose. Donc il y a ces enseignants-là qui, somme toute, vont être assez tranquilles dans l'exercice de leur métier, et puis ceux qui voudront faire un peu mieux et puis se montrer très précautionneux dans la façon de faire les commentaires pour que ce soit utilisé aux élèves, qui vont passer beaucoup de temps personnel là-dessus, plus que leurs collègues,
et qui n'obtiendront pas forcément beaucoup plus de satisfaction dans la relation pédagogique. Donc de mon point de vue, ça ne se joue pas sur le levier de l'intensité et la qualité des retours que l'on fait aux élèves. On va voir ça. Alors, je vous mets cette illustration. Parce que celle-là, cette illustration, elle soulève ce qui est au cœur de ce que le décret appelle l'évaluation positive et qu'on va appeler aujourd'hui l'évaluation éducative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue derrière le fait de penser des alternatives aux formes connues d'évaluation? C'est le fait de donner la possibilité aux élèves de repasser une évaluation lorsque celle-ci n'a pas été suffisamment réussie au regard des attendus de l'école et des exigences de l'enseignant. Voilà. Bon, ça c'est l'idée. Alors on va essayer de voir maintenant comment concrètement ça se traduit, cette histoire-là. Alors il faut savoir que ça existe déjà. C'est des choses qui n'ont pas été inventées par des pédagogues de génie, pas du tout. Ça existe, mais dans des univers qui ne sont pas le monde de l'éducation. Et c'est ce qu'on appelle les pratiques d'assessment. Alors, je mets le terme anglais pour une fois. J'aime pas trop ça, mais je mets le terme anglais parce qu'il n'y a pas de traduction fidèle en français à ce terme-là. L'assessment, c'est évaluer pour accompagner un processus d'apprentissage. C'est ça la traduction littérale. Alors, dans quel contexte l'assessment est ordinaire? C'est le monde de la santé. Et au niveau mondial, alors surtout en dehors de la France, malheureusement, il y a déjà énormément de pratiques d'évaluation qui sont développées avec cette visée d'accompagner les apprentissages. Et les spécialistes de ces sujets, alors la personne en France qui en parle le mieux, c'est un sociologue des systèmes éducatifs qui s'appelle Romuald Normand, qui a beaucoup travaillé avec François Muller, entre autres. Et donc, l'évaluation pour apprendre, c'est-à-dire l'assessment, on la trouve de manière ordinaire dans le monde de la santé. Alors, je vous explique. J'imagine que j'ai mal à la gorge. Bon, j'attends quelques jours, mais ça ne passe pas et je sens que la fièvre monte progressivement. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au bout d'un moment, je ne tiens plus, je vais voir mon médecin. Le médecin m'ausculte, il me fait passer un test Covid. Non, je n'ai pas le Covid. Il m'ausculte et puis au bout d'un moment, il pose un diagnostic et il rédige une ordonnance. Je vais à la pharmacie, je récupère les médicaments et je prends tous mes médicaments. Bon. Il se trouve que 10 jours plus tard, j'ai attendu, hein, c'est pas passé, et puis ça s'empire. Donc, je n'ai pas le choix, je retourne voir le médecin. Alors, si le médecin faisait comme nous on fait dans l'enseignement et dans l'éducation, il me répond « Ah, désolé, j'ai déjà évalué. » Mais les médecins ne font pas ça. La réponse du médecin, c'est de dire « Ah, bon, c'est que le diagnostic que j'ai posé n'était pas le bon. Donc, je vais investiguer ailleurs et autrement. » Et donc, il va poser un autre diagnostic, mais en cherchant un autre problème médical. Voilà. Donc, voilà la logique, si vous voulez, qui est courante dans les mondes de la santé, qui ne fonctionne pas systématiquement. Malheureusement, il y a des maladies qui sont incurables. On ne peut pas soigner tout le monde. Mais qui conduisent à ne pas se satisfaire d'une seule évaluation pour penser qu'on a terminé de faire son travail. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle d'une notion de clinique. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir penser des modalités d'évaluation qui soient cliniques. C'est-à-dire qui nous donnent la possibilité d'accompagner les élèves au fur et à mesure de leur progrès, de leurs avancées dans les apprentissages. C'est ça la logique de l'assessment en matière d'éducation. Alors, il y a 6 leviers qu'on a pu identifier. Alors, je vais vous les présenter. Hein. Il y en a certains qu'on a un peu abordés. Le premier, c'est la théorie de la boucle évaluative. Le deuxième, ce sont les équilibres dans la façon de faire la classe, des temps collectifs et des temps personnalisés.
Le troisième, c'est une distinction entre deux outils professionnels, des programmations d'enseignement et des progressions d'apprentissage. Le quatrième, on en a parlé, c'est le recours à de l'autocorrection. Le cinquième, c'est le fait de penser des livrets d'évaluation qui soient adaptés à des pratiques de plan de travail. Et le dernier levier, c'est le fait d'adosser les logiques d'évaluation à des organisations coopératives du travail des élèves. Alors, le premier sur la boucle évaluative. La boucle évaluative, c'est ça. Ça peut être représenté comme ça. Alors, c'est une logique d'assessment éducatif. C'est-à-dire qu'on commence une séquence d'enseignement, je reste sur la logique de séquence, de manière classique et de manière collective. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une évaluation diagnostique dès le départ, ce qui donne la possibilité aux élèves les plus fragiles de ne pas ressentir le poids de leur vulnérabilité à tout moment de classe. Donc, on propose des moments collectifs en s'appuyant sur la logique de dévolution. On essaye d'associer tous les élèves aux consignes qu'on leur passe autour d'une situation problème vers la construction d'une trace écrite commune que les élèves notent. Donc là, on vise la compréhension par le plus d'élèves possible des notions qu'on souhaite enseigner. Ensuite, il ne suffit pas que des élèves aient compris pour qu'ils aient appris. On prévoit des temps à l'école pour que les élèves puissent s'entraîner avec des exercices d'automatisation, de mémorisation. Et là, ce sont les mêmes exercices pour tout le monde. Et au bout d'un moment, on leur propose une évaluation. Alors, selon les logiques un peu d'André Antibi, c'est-à-dire que les exercices d'entraînement ont directement entraîné les élèves aux consignes qui vont être présentes dans les évaluations. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de grosses surprises. Ce n'est pas forcément des consignes qui sont faciles à réaliser, mais il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc, les élèves passent l'évaluation. Et là, il y a deux cas de figure. Soit des élèves réussissent les évaluations. Et à ce moment-là, ils peuvent basculer sur des activités différentes. Quand il y a un plan de travail dans une classe, ils peuvent faire sortir leur plan de travail et puis faire autre chose. Soit ils ont raté l'évaluation et à ce moment-là, leur travail n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on leur dit c'est pas un souci, voici la correction à l'évaluation, reprends ce travail. Alors c'est là où il n'y a pas besoin de commentaires, si vous voulez. Il suffit de mettre à disposition la correction à l'évaluation et de dire aux élèves, reprends ce travail, mais sauf que maintenant, tu peux t'appuyer sur la structure coopérative de la classe. Et puis, n'hésite pas à solliciter les camarades qui ont réussi ou des camarades qui galèrent comme toi pour essayer de comprendre ce qui a pu poser problème, soit en termes de contenu, soit en termes de modalités de travail pour réussir cette évaluation. Donc, les élèves reprennent leur entraînement, souvent de manière un peu différente, et à leur initiative, demandent à repasser plus tard, non pas la même évaluation, puisqu'ils connaissent le sujet, mais ce qu'on appelle une évaluation similaire, c'est-à-dire avec exactement les mêmes exigences, ce n'est pas plus facile, mais avec des données qui sont différentes. Et là, de deux choses l'une, soit ils réussissent, et quand ils réussissent à exactement le même statut que s'ils avaient réussi du premier coup, soit ils ont raté et ils peuvent continuer à progresser jusqu'à ce que tous les élèves atteignent les objectifs non pas présents dans tous les éléments du programme, mais peut-être qu'ils puissent atteindre les éléments qui sont fixés par le socle commun. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc voilà la logique de la boucle évaluative, donc, qui peut se traduire et s'expliquer un peu autrement quand on prend une présentation sous forme de séquence d'enseignement. Voilà. Deuxième levier, c'est pour permettre la boucle évaluative. Là, je vous propose, je peux aller les 6 et puis après on en discute, si ça vous va. C'est d'arrêter de penser une conduite de classe qui soit systématiquement uniforme. Voilà. Et de construire son emploi du temps, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, peu importe, avec des moments collectifs qui servent principalement à la découverte
collectives de nouvelles notions et des moments personnalisés où les élèves s'entraînent soit sur des exercices, soit sur de la reprise d'évaluation qui a été ratée, soit sur d'autres activités parce a priori, ils ont réussi pour l'instant toutes les évaluations qui sont proposées. Donc, en début d'année, c'est normal qu'il y ait quasiment que des temps collectifs. Mais à partir du mois de fin octobre, novembre, on voit apparaître dans ces classes-là des espaces de temps personnalisés où souvent les élèves sortent leur plan de travail et puis réalisent des exercices d'entraînement ou des activités qui correspondent à leurs besoins pour se préparer, entre autres, aux évaluations. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième levier. Donc on retrouve, si vous voulez, entre temps collectif et temps personnalisé, ce qu'on appelle les équilibres d'une personnalisation d'apprentissage. Une classe personnalisée, ce n'est pas une classe où les élèves sont dans des logiques tubulaires, où chacun fait une activité en parallèle de celle des autres. C'est personnalisé en appui sur les philosophies, entre autres, qui sont travaillées par Emmanuel Mounier. Parce que d'un côté, dans la personnalisation, il y a des moments collectifs, il y a de la relation, il y a de l'humanité, j'ai envie de dire. Et d'un autre, il y a une considération de la singularité des élèves, avec des espaces où ils vont travailler ce qui individuellement leur importe. Voilà, c'est pour ça qu'on trouve un équilibre entre temps collectif et temps personnel. Le troisième levier, c'est la différence entre deux outils professionnels. Alors pour l'instant, il y en a un qu'on utilise un peu partout, c'est la notion de programmation d'enseignement. Qu'est-ce que c'est qu'une programmation d'enseignement? Je peux vous en montrer. Voilà, par exemple, ça, c'est un prof de SVT qui me l'a donné, mais on en trouve dans toutes les classes de ça. C'est-à-dire, là, si vous voulez, la ventilation sur un agenda de toutes les notions que l'on souhaite aborder avec les élèves. Les chapitres, les séquences, les thèmes, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des programmations d'enseignement. On programme d'aborder tel contenu d'enseignement à tel moment de l'année scolaire. Donc le principe d'une programmation d'enseignement, c'est que, quelle que soit l'avancée des élèves, on respecte notre programmation, sauf imprévu majeur, style pandémie du coronavirus. Donc tout d'un coup, il n'y a plus école. Où là, on est bien embêté. Mais que tous les élèves aient compris, réussi l'évaluation, ou qu'il n'y en ait que 3 ou 4 qui aient compris, le principe de la programmation d'enseignement, c'est que quand la date arrive, on engage ce qu'on avait prévu de faire sur les temps collectifs. Et la deuxième logique, c'est d'introduire quelque chose qui existe moins, ce sont des progressions d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une progression d'apprentissage? Là, c'est un outil pour les élèves, pas pour le prof, où l'enseignant met à disposition sous forme de liste tous les attendus scolaires propres à sa discipline ou à son cours. Et donc, alors je peux vous en montrer, hein. Bon, c'est là où ça peut prendre des formes diverses et variées, hein. Quelque chose comme ça c'est très rudimentaire, hein. Où on voit ici des attendus scolaires, et où, au fur et à mesure que les élèves réussissent des évaluations, paf, c'est coché. Et donc, comme ça, les élèves, sur leurs documents, alors il n'y en a pas 2 dans une classe qui ont une progression d'apprentissage similaire en termes de validation. Mais par contre, la feuille, la photocopie est la même pour tous les élèves. Vous voyez ? Donc, c'est ça la différence entre une progression d'apprentissage et une programmation d'enseignement. Alors, c'est là où il peut y avoir des systèmes de ceinture de couleurs, qui sont des exemples parmi plein d'autres, hein, de progression d'apprentissage. À l'école maternelle, les enseignants sont très souvent au clair avec cette logique, avec les carnets de réussite. C'est ça, hein, un carnet de réussite. Bon, voilà, il y a tout un tas de pratiques. Là, vous voyez, les items sont les mêmes pour tous les enfants. Et là, dans cette classe-là, c'est validé lorsque c'est tamponné. Voilà. Et donc, c'est dans leur livret, c'est boudiné. Donc, il existe plusieurs artefacts différents. Là, je vous en montre quelques-uns, j'en dévote quelques-uns. Donc, les ceintures issues des travaux de Fernand Houry.
et de Jigoro Kano, qui est quand même le pédagogue qui a introduit cette logique-là, le pédagogue japonais. La notion de brevet qui est à l'initiative de Baden-Powell et qui a été reprise par la pédagogie Freinet. La notion de blason, qui est une autre façon de concevoir ces artefacts-là, mais qui plutôt est issue de l'escrime. La notion d'arbre de connaissances, qui a beaucoup été travaillée et promue par Michel Serres, mais qui est issue de logiciels fabriqués pour l'entreprise et développé par Michel Autier, entre autres. Voilà. Donc ça, c'est le troisième levier. Le quatrième levier, ça va aller vite. C'est le fait de refuser les auto-évaluations parce qu'elles ne vont pas aider les élèves, mais de ne pas se priver d'introduire de l'autocorrection, et en particulier de l'autocorrection pour quasiment tous les exercices d'entraînement. Alors, bien sûr, pas pour l'évaluation. L'évaluation, ça ne peut pas être corrigé par un élève. Ça, il faut que ce soit corrigé par un enseignant. Mais que tous les exercices d'entraînement soient autocorrectifs, ça permet par exemple de gagner un temps important en supprimant dans sa façon d'enseigner les corrections collectives d'exercices qui, très souvent, trop souvent, ne servent qu'aux élèves qui ont réussi ces exercices et qui demandent un temps monstrueux pour beaucoup d'enseignants qui disent en manquer. Voilà. Donc le principe, c'est de mettre à disposition des élèves les réponses aux exercices qu'on leur donne pour s'entraîner. Ça a deux intérêts. Un intérêt pour l'enseignant, c'est-à-dire que ça réduit de manière importante son travail d'évaluation. Il a moins de choses à corriger. Et ce n'est pas négligeable. Alors, il y a des exercices en autocorrection qui peuvent se faire de manière directe. Il y a des exercices qui peuvent se faire non pas de manière directe, je pense notamment aux productions d'écrits, où il y a bien évidemment une latitude incroyable dans les types d'écrits qui peuvent être produits, et où l'autocorrection se fait par l'intermédiaire soit d'échelles descriptives, soit d'indicateurs de critères d'évaluation. Voilà. Qu'est-ce qui permet de discerner un écrit abouti d'un écrit non encore abouti. Voilà. Donc c'est intéressant pour l'enseignant parce que les enseignants ne perdent pas leur temps personnel à corriger et à surcorriger des travaux d'évaluation, travaux d'entraînement, en tout cas des exercices d'entraînement. Et c'est intéressant pour les élèves parce que ça leur permet de gagner en responsabilité en activant ce dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, quelque chose qui est essentiel pour apprendre, c'est-à-dire des postures d'autorégulation dans les apprentissages, ce qui a été beaucoup étudié par Laurent Confroy. Voilà. Donc c'est ce que je note ici, là. Voilà. Et donc, lorsque des élèves sont en autocorrection, soit ils comprennent directement l'information fournie par le support d'autocorrection, soit ils ne la comprennent pas, et ce n'est même pas à l'enseignant d'intervenir s'ils ne comprennent pas. Les élèves, alors c'est le sixième levier, mais sont autorisés et encouragés à solliciter d'autres élèves pour essayer de comprendre ce qui n'est directement pas compréhensible de leur point de vue. C'est pour ça qu'on parle de support d'autonomie, mais surtout d'une structure coopérative qui s'adosse à ces modalités d'évaluation. Pour le dire autrement, je ne vois pas comment on pourrait organiser une alternative éducative à l'évaluation sans une organisation coopérative du travail des élèves. On a besoin que les élèves puissent travailler ensemble pour pouvoir penser cette alternative à l'évaluation. Sinon, beaucoup d'élèves vont se retrouver tout seuls s'il n'y a que l'enseignant qui est personne ressource. Et sinon, deuxième effet, les enseignants vont crouler sous les demandes de correction des travaux réalisés par les élèves, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Le cinquième levier, ce sont des livrets d'évaluation qui ont pour fonction principale de faire des états des lieux réguliers sur l'avancée dans les progressions d'apprentissage des élèves. Voilà, par exemple, des supports tels que celui-là, hein, où ça c'est quelque chose sur du cycle 3, où une fois par période,
sur les compétences transversales et sur les compétences propres à des séquences ou des chapitres, on note ce qui a été validé. Voilà. Alors, ce n'est pas noté avec des couleurs, c'est soit c'est validé, soit ça ne l'est pas encore. Et si ça ne l'est pas encore parce que ça a été vu en cours, ça veut dire que les élèves vont pouvoir le reprendre avec le temps dont ils auront nécessaire et repasser plus tard cette même évaluation. Voilà. Donc, ça s'appuie sur des logiques de plan de travail. Bon, il en existe plein, hein, des logiques de plan de travail, maternelle, classe. Alors, ça, c'est un exemple en cycle 2. Ça, c'est un exemple en collège. Bon, voilà. Ça, c'est les premières formes d'origine du plan de travail chez Hélène Parkhurst, qui est la pédagogue qui a introduit ces logiques-là. Voilà, on s'est aperçu qu'il y avait on a fait une recherche en 2012 là, sur la collecte auprès de plusieurs centaines d'enseignants de plan de travail, qui avaient plusieurs formes de plan de travail, feuille de route, contrat de travail, plan de travail. Peu importe au final, peu importe. L'idée, c'est de donner la possibilité aux élèves d'avoir des outils très précis sur lesquels ils peuvent piocher des activités dont ils ont besoin en termes de préparation aux évaluations. Et puis, le 6e levier, c'est une organisation coopérative. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, une organisation coopérative dans des logiques pédagogiques, ça correspond à l'ensemble des situations où des élèves sont autorisés et encouragés à apprendre ou agir avec d'autres pour en retirer un bénéfice individuel qui correspond à leurs besoins d'apprentissage. Et donc, bon, là je vais vite, hein, mais ça peut prendre plein de formes différentes. En voilà quelques-unes. Celles qui sont, de mon point de vue, essentielles pour les logiques d'évaluation éducative, de boucle évaluative, c'est le travail en groupe pour enrôler un maximum d'élèves, et ensuite, pour les moments d'entraînement aux évaluations, tout ce qui est aide, entraide et tutorat entre pairs. Voilà. Donc voilà, de manière très rapide, la présentation de ces 6 leviers. Alors, je pense qu'il y a pas mal de réactions ou de questions, de témoignages. Il y a eu beaucoup de questions, mais peut-être qu'une qui est revenue, c'est peut-être repréciser ce qui a intéressé beaucoup de gens sur l'autocorrection. Peut-être, voilà, il y a beaucoup de questions quand on est autour de ça, de la mise en pratique, que ce soit pour des enfants voilà, qui n'ont pas vraiment acquis le langage, en maternelle, par exemple, et plus concrètement, peut-être, voilà, comment, concrètement, s'il y a des élèves qui font un texte, s'ils se corrigent mal, de fait de ne pas avoir de retour, voilà, sur peut-être repréciser un petit peu en pratique la notion d'autocorrection qui a suscité beaucoup de questions. Alors, sur l'autocorrection, il faut du matériel. Alors, il existe du matériel, hein, mais on a besoin de matériel pour, j'ai envie de dire, matérialiser les postures de retrait de l'enseignant. C'est intéressant que l'enseignant ne soit pas systématiquement en posture de contrôle de l'activité des élèves, parce que ces postures de retrait vont donner la main aux élèves qui vont pouvoir développer de la prise d'initiative, de l'autorégulation et de la responsabilisation. Donc, c'est extrêmement intéressant pour toutes ces raisons-là, mais ce n'est possible qu'avec une matérialisation, avec du matériel prévu à cet effet. Alors, il en existe des super bien faits, avec des éditeurs, je pense notamment chez Hatier, il y a une série de manuels qui s'appelle POP, qui est faite pour ça. Chez la CEDRAP, un éditeur pédagogique, il y a plein de matériel avec de l'autocorrection. Chez CELDA, les éditions PEMF proposent du matériel avec de l'autocorrection, autant pour des élèves lecteurs que pour des élèves non lecteurs. Les fichiers freinés existent à partir de la toute petite section, hein, puisque ce sont des fichiers sans consigne écrite. Le matériel PIDAPI est du matériel qui est pensé aussi avec de l'autocorrection, pour que justement les élèves puissent trouver, quel que soit leur âge, une réponse accessible au travail qu'ils viennent de faire. Alors, le deuxième élément dont vous parliez, c'est si des élèves se corrigent mal. Mais les exercices d'entraînement, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de la réussite à l'évaluation. Donc, si un élève se corrige mal,
il reste sur cette erreur. Il va se rendre compte qu'il s'est mal corrigé au moment de l'évaluation. Et donc, quand il va reprendre son entraînement, c'est là où les postures d'autorégulation sont particulièrement pertinentes. C'est qu'il va se dire, ah ben mince, j'ai cru que j'ai compris, mais je suis passé à côté de quelque chose de vachement important. Alors, c'est des choses que moi j'ai l'habitude d'entendre de la part des élèves à qui je dis, à qui je pose cette question. Je dis, mais là, tu peux te corriger. Je vais même plus loin que le fait de mal se corriger. Je leur dis, mais tu peux juste directement recopier la réponse. Le maître, la maîtresse, le prof, la prof, ils ne te voient pas. Tu recopies la réponse, tu as tout juste, comme ça tu passes à autre chose. Mais les élèves qui sont habitués à travailler comme ça, ils me regardent déjà avec des grands yeux, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Et ils me disent, mais non, ça ne marche pas comme ça. Et je leur dis, mais comment ça? Et la réponse que donnent les élèves, elle est de deux ordres. La première, c'est pas la plus fréquente, mais elle reste quand même intéressante. C'est de dire, je vais pas faire ça parce que l'enseignant, il me fait confiance. Et s'il me fait confiance, moi, je veux qu'il ait confiance en moi et je veux pas le décevoir. Ça, c'est intéressant du point de vue de la qualité de la relation pédagogique. Le deuxième argument, qui est beaucoup plus fréquent, c'est des élèves qui disent, mais non, je ne fais pas ça. Je ne vais pas recopier bêtement, sinon je n'apprendrai rien. Sinon, j'apprendrai rien. J'ai des témoignages d'enfants de 4 ans en moyenne section qui me disaient ça en entretien. Sinon, je ne recopie pas la réponse, parce que sinon, je n'apprendrai rien. Alors, d'où ils sortent cette maturité cognitive incroyable? Ils le sortent tout simplement qu'ils ont triché. Et ils ont fait l'expérience de corriger en recopiant ou alors de faire semblant d'avoir corrigé sans véritablement l'avoir fait, et de s'être retrouvés confrontés à une évaluation ratée et d'avoir à assumer la conséquence de reprendre l'entraînement. En fait, si vous voulez, c'est le dispositif de boucle évaluative qui accorde toute sa richesse pédagogique au statut de l'autocorrection. Et là, il y a besoin de support. Alors, il y a du matériel très bien fait pour ça. Moi, je vois aussi des enseignants qui prennent des manuels et puis qui écrivent sur une page photocopiée la réponse en rouge et qui mettent ça dans une feuille plastique et tout ça dans un classeur où il y a marqué autocorrection. Voilà. C'est du bricolage à petite échelle, mais ça marche aussi bien que du matériel qui a été pensé pour ça. Pareil, je vois Héloïse là, qui demande l'autocorrection sur ordinateur. Si ça s'y prête, super, quoi. Il y a des logiciels, des logiciels de e-learning qui fonctionnent comme ça. À l'université, on fonctionne énormément comme ça avec Moodle. Ben, il y a plein d'étudiants pour qui ça suffit. Sauf que le risque, ça serait de dire qu'il n'y a que l'ordinateur pour répondre. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'adossement de ces logiques d'évaluation à des organisations coopératives. C'est-à-dire que ce soit par papier ou que ce soit par ordinateur, l'autocorrection peut fonctionner. Mais qu'est-ce qu'on propose pédagogiquement à un élève pour qui cette information ne lui permet pas ou pas assez de comprendre la nature et la logique interne de son erreur? Mais là, il n'y a qu'une réponse, c'est de l'humain, de la relation humaine. D'abord des copains et des copines, et si ça ne suffit pas, l'enseignant qui quand même est dans la classe et reste disponible. Alors, peut-être une autre question qui a été posée par Dominique Muller, dont je vais me faire le relais, sur le lien entre évaluation et un peu système de société. Qu'est-ce que vous pensez en fait de la fonction de l'école, un peu de la vision un peu sociologique de Bourdieu, par exemple, une institution qui classe les élèves, et comment faire en sorte que ces systèmes d'évaluation ne renforcent pas cette idée que on va se classer très vite vers les filières d'élite ou des filières un peu moins prestigieuses, et comment prendre en compte la question des classes sociales dans ce système d'évaluation et des inégalités sociales plus largement? Oui, de toute façon, en pédagogie, on ne peut pas mésestimer tous les apports de la sociologie de l'éducation, et en particulier les apports bourdieusiens. C'est parce qu'on sait que des pédagogies ordinaires conduisent à des formes de reproduction des inégalités sociales qu'il faut penser des alternatives à la pédagogie. Voilà. Et donc, cette logique-là qui consiste à donner la possibilité aux élèves de reprendre les évaluations qui ont été ratées pour pouvoir les repasser et les valider avec le même statut plus tard, ça consiste, l'idée éducative qui se cache derrière,
c'est à donner toutes les chances à tous les élèves de réussir les attendus scolaires. C'est cette idée-là. Après, en pédagogie, les idées ne servent quasiment à rien. C'est concrètement que les choses se gagnent. Dans les organisations, j'ai envie de dire, détaillées de la classe que ça se gagne. Par exemple, on s'est rendu compte que, je parlais du plan de travail tout à l'heure, quand on donne un plan de travail aux élèves, ceux qui spontanément s'éclatent à travailler comme ça, avec beaucoup d'autonomie, ce sont les élèves qui, comme Jean-Yves Rochex, Elisabeth Bautier, Stéphane Bonnery, là, tous les sociologues, les grands sociologues de l'école française disent, sont connivents avec la culture scolaire. Ceux qui réussissent les épreuves scolaires facilement. Et donc, ce sont eux qui s'investissent le plus facilement dans ces temps d'autonomie. Et les autres se noient assez facilement, en fait, dans tout ça. Donc, le plan de travail du XXIe siècle, c'est un plan de travail qui a besoin d'être enrichi de ce qu'on appelle, nous, des degrés d'autonomie. Alors, des degrés d'autonomie, je peux vous en montrer rapidement, là. En fait, c'est un artefact du plan de travail qui donne la possibilité aux élèves qui réussissent et qui profitent à fond de ces temps d'autonomie de pouvoir continuer à être autonomes et à disposer de plein de libertés pour apprendre un maximum de choses. Mais pour les élèves pour qui l'autonomie est difficile, pour plein de raisons, de pouvoir être accompagnés de manière plus proche par les enseignants. Et donc, le principe des degrés d'autonomie, là je m'appuie sur les travaux de Cédric Serre, c'est à la fin du premier plan de travail, on fait le bilan. Et là, il y a des élèves qui se seront régalés de tous ces espaces d'autonomie et qui vont pouvoir continuer. C'est ce qu'on appelle les degrés ici, ce que Cédric Serre appelle le degré d'autonomie 4. Donc, ils peuvent choisir eux-mêmes leur travail et continuer à travailler comme ils ont réussi jusqu'à présent. Mais il y a des élèves qui ne sont pas arrivés à faire tout ça. Et donc, eux, ils vont être en degré d'autonomie 1 ou 2. Ça veut dire, par exemple, un degré d'autonomie 1, c'est l'enseignant qui remplit son plan de travail. Et en plus de le remplir, c'est un enseignant qui, au moment où il y a une plage de travail personnalisé qui commence, qui récupère ces enfants-là autour de lui en degré d'autonomie 1, et puis qui leur demande, nominativement, alors dans le plan de travail-là, est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Et dès qu'un enfant dit non, je ne sais pas, c'est l'enseignant qui choisit pour lui. Voilà. Alors, c'est le levier de fonctionnement des degrés d'autonomie, c'est que les élèves les moins autonomes sont ceux qui sont les plus accompagnés. Les élèves les plus autonomes continuent à apprendre tel qu'eux, ils peuvent le faire. Mais ça crée un peu de frustration chez les élèves qui sont trop accompagnés par les enseignants. Et donc, au bout d'un moment, il y a une sorte de sursaut d'autonomie. Et à tous les élèves, on peut leur dire, tu peux avoir le même statut que les autres. Essaye de me dire ce dont tu as besoin, et quand tu auras réussi ton plan de travail en degré d'autonomie 1, tu passeras en degré d'autonomie 2, par exemple, là-dessus, et ainsi de suite. Donc, par rapport à votre question, il ne faut pas être naïf, en fait, en pédagogie, en pensant qu'il suffit de changer un esprit plus philosophique de l'évaluation pour que tous les élèves de suite y adhèrent. Il y a besoin d'être extrêmement vigilant sur ce que Julien Detter appelle les pédagogies invisibles, c'est-à-dire la manière dont les élèves vivent tous ces espaces où ils ne sont pas sous le contrôle direct de l'enseignant. Écoutez, là, je regarde l'heure et il est 19h02. Donc, c'est le moment où normalement, on arrête et puis quand on est en présentiel, on applaudit tous et on est très content. Et puis après, quand on est en présentiel, chacun vient vous parler un tout petit peu. Là, vous allez être du coup libéré plus tôt. Ce que je voulais rappeler à tout le monde, c'est que plusieurs l'ont demandé, vous aurez les éléments de présentation de Sylvain Connac et puis la bibliographie qu'il a préparée pour nous à votre adresse personnelle, puisque vous êtes inscrit, vous recevrez dans les jours qui viennent tous les éléments. Et puis autrement, beaucoup de petites réactions. Merci beaucoup, c'était passionnant. Enfin, vous les lirez. De toute façon, je vous enverrai, Sylvain, tout le chat. Comme ça, vous aurez une trace de nos échanges. Là, je vous mets quelques ressources. Donc, l'ouvrage là qui retrace la recherche qu'on a faite avec les enseignants toulousains, c'est celui-là.
Celui... Ah, mais ah oui, je ne l'ai pas là. Il y a aussi Canopé qui a publié. Celui qui manque là, que je voulais vous mettre, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas, c'est celui d'Yves Cordoc aux éditions ESF, où il explique concrètement là, comment il met en place une évaluation éducative. Celui dont vous avez donné le lien. Oui, non, je vous ai donné le lien vers, non pas le bouquin, mais une vidéo où on voit sa classe fonctionner. Mais il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Évaluer autrement chez ESF. Et sinon, en collège, il y a l'ouvrage de Guillaume Caron et ses collègues-là, qui expliquent comment c'est possible en collège, sur une éducation prioritaire à Calais. Et en lycée, il y a un ouvrage très récent là, de Laurent Reynaud, qui s'appelle « Faire collectif pour apprendre » et dans lequel il parle aussi de ces contingences autour de l'évaluation. Mais dans des contextes de lycée, avec les spécialités et la pression de Parcoursup. D'accord, donc on remettra tout ça à plat, ça sera à la fin de votre présentation, qu'on enverra tout le monde, et puis on le remettra en liste pour que chacun l'ait après. Voilà, donc tout le monde vous salue, vous remercie, riche, intéressant, enfin vous aurez le texte, très inspirant, merci pour ce partage qui nous enrichit et fait évoluer nos élèves, vous lirez tout ça, passionnant, merci. Voilà, on vous remettra tout ça vous aurez ça demain. Dès que je l'ai enregistré, je vous l'envoie. Merci. Merci à tout le monde. C'est toujours un peu brutal de se quitter comme ça. Merci Adrien, merci Thibaut. Et à d'autres, donc la suivante en janvier autour des questions citoyenneté et sciences. Voilà. Je laisse tout le monde lire le chat. On va se terminer en se lisant. Toujours au top niveau. Alors, l'enregistrement de la visio de la conférence, je vais remettre, s'il y en a quelques-uns qui la veulent absolument tout de suite, je remets mon adresse mail. Et dès que je l'ai, je vous l'enverrai par WeTransfer. Sinon, vous la retrouverez sur le site de l'ICP. Pardon. Voilà. Si c'est urgent, vous m'écrivez. AM Lilienthal. Voilà. Merci tout le monde. Bonsoir. On va couper. À la prochaine. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, Sylvain. Est-ce qu'on reste tous les 3-2 minutes ou non, on coupe aussi? Bah, si vous voulez, on reste tous les 3-2 minutes, mais Oui, c'est juste 2 difficile de minutes. rester tous les 3-2 minutes et que… Oui, dès que tout Attendez, le je vais monde vous dire, sera- il y a encore 83 personnes, 82. Vous regardez le chiffre en bas. Oui. On va Et- laisser aux gens le temps de se déconnecter. Je ne sais Voilà. pas si toi, tu peux agir sur la… Je ne peux pas éjecter, je ne pense pas. Si, tu peux, Je crois que mais… je peux éjecter tout le monde, à tous ceux qui restent. Après une conférence sur la pédagogie, ce serait dommage, mais je crois Ok. qu'en mettant supprimé, oui, mais peut-être pas tout le monde d'un seul coup, quoi. Donc, merci à tous les trois en tout cas. Merci pour le soutien. C'était chouette. Mais vous ne nous voyez pas. Si, je vous vois, oui. Si, Ah, si, si. mais quand vous faisiez votre présentation. Si, en tout petit, j'ai mis mettre en parce que- évidence pour tout le monde, du coup, comme ça, vous étiez en grand et nous en petit, parce que c'est plus logique. Parce que moi, je vous voyais juste Sylvain et je ne voyais pas les autres. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, il reste 39 personnes. Bon, de toute façon, ce qu'on a à se dire n'est pas secret, mais Non. bravo. C'était intéressant. Oui, très. Puis, pour la fac, j'avais une question moi, que je n'avais pas eu le temps de poser, mais ça m'interrogeait sur le passage à l'évaluation par compétences en Master MEF, où on est en plein dedans, mais du coup, ça répondait de toute façon aux questions, parce que là, il était question d'évaluer aussi des compétences. Donc, Ouais, nous, on le fait dans le cadre des MCU, là. C'est-à-dire on bascule sur… on construit des formations pilotes là, autour des pratiques de e-portfolio. Et dans le cadre de ces e-portfolios,
on valide des UE par des pièces de portfolio, exactement de la manière dont on a parlé là. Et donc nous, on a beaucoup travaillé avec les développeurs d'une application là, qui s'appelle Karuta, dont vous avez certainement entendu parler. C'est un peu celle qui fait autorité là, en ce moment en termes de e-portfolio. Mais ils ne sont pas clairs sur les logiques d'évaluation éducative. En fait, ça reste un portfolio un peu généraliste. Et donc, avec les développeurs de mon université, là, on a trouvé tout un tas de solutions avec Moodle. Et en fait, Moodle permet de travailler comme ça déjà. Donc là, on est en train de tester ça sur quelques formations et on va proposer à ce que ce soit non pas généralisé, mais que ce soit beaucoup plus étendu à la rentrée 2023. Voilà, autrement, il y a eu 231 personnes connectées, auxquelles il faut ajouter une quarantaine de doctorants qui sont à l'ICP dans une salle, qui ont suivi, qui viennent de dire merci et qui après continuent à travailler ensemble sur les apports de la conférence. Voilà, c'est un dispositif qu'on va peut-être un peu multiplier, mais en tout cas, les doctorants choisissent quelques conférences dans l'année, dont la vôtre, sur laquelle ils se réunissent et travaillent. Voilà. Après, ce n'était pas une conférence pour des doctorants. Hein. Oui, mais je pense que c'est un doctorat en sciences de l'éduc très large. Voilà. Oui, non, ça, il y avait aussi beaucoup de stages. Enfin, j'ai vu dans les personnes qui étaient là, il y a pas mal de stagiaires, profs, qui sont en année de lauréat KER et qui étaient là, qui sont intéressés. Voilà. J'ai pensé après, trop tard, comme un imbécile, mais Thibaut, on aurait pu faire une question WooClap sur qui sont les personnes. Ah oui, avec une question avec plusieurs items pour voir les types de répondants. C'est vrai que c'est à main levée, des fois on le fait au début, mais là, ouais, c'est difficile hein, avec Zoom. Avec WooClap, ça a bien marché, hein, je suis assez content. Oui. Merci hein, Thibaut, parce que… Ça m'a fait en fait, avant, j'avais pas la version payante de WooClap. Là, l'ICP nous permet d'avoir des licences. Et du coup, j'avais jamais eu le droit d'avoir plusieurs questions. Et en fait, j'avais pas compris qu'elles s'activaient. Moi, je pensais qu'on pouvait faire comme sur un Google Forms, toutes les questions à la suite. Il faut recréer. C'est un peu long, par contre, il faut recréer à chaque fois. Voilà, ça allait, mais je me dis que si on fait un quiz de 20 questions, il faut refaire à chaque fois. On peut pas copier-coller les choses, quoi. Mais en tout cas, c'était bien. Efficace dans ce contexte, c'est l'essentiel. Ouais, non, c'est bien. Ça m'a appris à le faire. Je peux cocher ça dans mes compétences. Vous aurez un badge supplémentaire. C'est ça, pour conclure, j'espère. Là, c'est… Bon. Moi, je vais vous quitter. Oui, on va tous se quitter. Ouais. On va tous se dire bon appétit. Oui. Merci encore beaucoup de votre disponibilité et de votre conférence. C'est normal, merci à vous. Et à la prochaine. Oui. À la prochaine. Merci Anne-Marie. Courage pour les autres. Je vous envoie le PDF. Hein. Oui, vous m'envoyez le… Je vous envoie le PDF. Allez, bonne soirée. Oui. Merci. Voilà.